comment tu structures ta méthodologie et tes phases d'audit? Du coup, l'idée, c'est d'avoir des constats data égale un insight égale derrière une recommandation. Ce que j'aime bien utiliser, c'est souvent justement les segments sur un site e-commerce, par exemple d'acheteurs versus non-acheteurs. Une erreur que tu vois encore trop souvent? En fait, se lancer bien en tête directement dans un outil, sans avoir parcouru d'abord le site et sans avoir questionné un peu sur les objectifs et la roadmap actuelle du site. Pour faire tout ça, du coup, en parlant stack technique, qu'est-ce qu'il y a dans ta boîte à outils? Bienvenue dans CRO & Co, le podcast qui décrypte l'art d'optimiser vos conversions et votre e-commerce à travers des conseils terrain, concrets et actionnables. Je suis Laurent Lemercier et dans chaque épisode, on vous partage des méthodes, des outils et des retours d'expérience qui font vraiment la différence. Et CRO & Co, c'est pas juste un podcast, c'est aussi une newsletter avec le récap de chaque épisode, des bonus exclusifs, des ressources offertes et tous les liens utiles pour passer à l'action. Le lien est dans la description ou sur mon profil LinkedIn. Alors abonnez-vous et en plus ça fera plaisir à la mascotte Croco. Alors aujourd'hui, on va parler d'une étape stratégique essentielle à toute démarche d'optimisation, l'audit exploratoire CRO. Pourquoi cette étape est déterminante? À quoi elle sert? Comment elle se déroule? Par où commencer? Quels outils utiliser? Quelles erreurs éviter? Et surtout, comment passer des constats à des actions concrètes? Pour répondre à toutes ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir Agathe, freelance experte en Web Analytics et CRO, avec qui on va tout décortiquer, étape par étape. Salut Agathe. Salut Laurent. Je suis ravi de t'avoir dans ce nouvel épisode de CRO & Co. Et avant de plonger dans le cœur du sujet, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Donc, je suis Agathe Houdemont, je suis freelance experte en CRO et web analyse. Ça fait plus de 10 ans que je travaille dans le domaine. Et ce qui m'anime au quotidien, c'est vraiment d'étudier le comportement du consommateur pour optimiser le parcours des utilisateurs sur le digital. Super. Eh bien, écoute, comme toujours dans CRO & Co, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par poser les bases. Avant même de parler outils ou méthodes, c'est important de bien comprendre déjà ce qu'on met derrière le terme audit exploratoire. Donc pour toi, en quoi ça consiste et c'est quoi l'objectif principal? Donc l'audit exploratoire en CRO, ça consiste à faire une analyse macro qui permet d'avoir une vision globale des parcours sur un site. L'objectif, ça va être de détecter les différents freins à la conversion, les points d'optimisation prioritaires et d'alimenter une roadmap d'optimisation. Donc in fine, d'alimenter par exemple une roadmap de test. Et globalement, tu t'appuies sur quoi pour construire cet audit? Alors ça va s'appuyer sur une analyse des parcours utilisateurs, aussi des bonnes pratiques UX, par exemple des lois UX, comme la loi de Hick ou loi de Jacob. La loi de Hick, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Pareil pour la loi de Jacob. Alors la loi de Hick consiste à dire que plus on propose de choix utilisateurs, plus celui-ci va mettre du temps à prendre sa décision. Par exemple, si on a un menu très fourni de niveau 1 avec beaucoup de liens, il va mettre plus de temps à cliquer sur un des liens et à prendre sa décision, versus un menu bien catégorisé qui va permettre une prise de décision plus rapide. Donc là, ça va être vraiment un enjeu de simplifier, de réduire globalement pour réduire la charge cognitive aussi de l'utilisateur. Très bien. Et la deuxième, donc c'était la loi de Jacob, c'est ça? Oui, donc la loi de Jacob, qui consiste à dire que l'utilisateur va plutôt vers ce qu'il connaît déjà. Donc il ne cherche pas forcément l'originalité, mais quelque chose qu'il connaît déjà va plutôt le rassurer. Par exemple, un menu burger designé comme tel, qu'il le connaît ailleurs, va plutôt l'aider aussi dans sa prise de décision. Donc là, on est sur la reprise des standards et des codes du web et des apps et ainsi de suite, pour qu'ils s'y retrouvent et ils se sentent pas perdus. Donc ok, très clair. Et là-dessus, justement, par rapport aux bonnes pratiques UX, est-ce que tu les as centralisées quelque part? Je sais que tu les connais par cœur avec ton métier, mais est-ce que tu utilises aussi, tu vois, l'analyse heuristique? Est-ce que tu as une centralisation de tous ces concepts UX que tu passes en revue pour être sûr de ne pas en oublier? Comment ça se passe? Oui, en fait, c'est un peu comme une bible finalement des lois UX. Et en fait, au moment où on va regarder sur le site les différents parcours, les pages, etc., on va effectivement comparer par rapport aux lois. Est-ce que déjà ça correspond d'un point de vue design à ces lois ou pas? Est-ce que ça respecte ces principes? Mais ensuite, il y a d'autres facteurs qui vont entrer en jeu, bien sûr, avec l'analyse de la data. Mais ça va être comme une checklist finalement qu'on va appliquer. Donc toi, sur ton document, en fait, quand tu réalises un audit, tu as quand même cette centralisation de toutes les lois clés
en UX, oui. que tu reparcours pour être sûr que tu n'en oublies pas une et ainsi de suite. Oui. Ok, très clair. Et là-dessus, est-ce que des phases de benchmark interviennent à ce moment-là, ou c'est quelque chose que tu fais pas forcément systématiquement? Alors, il y a du benchmark qui se fait également, et par rapport à mon expérience aussi sur les différents sites et clients avec lesquels j'ai pu travailler. Du coup, je vais en fait, m'appuyer sur mon expérience pour aussi savoir voilà, s'il y a des bonnes pratiques qui sont respectées ou pas. Et par rapport au benchmark concurrence, il va arriver dans un temps un peu plus lointain, c'est-à-dire qu'on va d'abord avoir cette vision un peu globale macro, plus après avoir déjà des premiers insights et illustrer en fait ces insights via du benchmark concurrentiel. Ok, peut-être que effectivement, quand tu auras cette vue 360 et que tu auras des zooms sur lesquels tu dis là, il faut optimiser, c'est peut-être là où tu vas aller chercher vraiment de l'illustration concrète versus un benchmark d'un parcours complet qui est peut-être pas à ce stade la priorité. Ok. Et globalement, quand tu fais un audit comme ça, au niveau du périmètre de l'analyse, puisque tu as différents devices, tu peux avoir des sites web qui sont dans plusieurs langues. Comment tu choisis aussi pour réduire potentiellement ton scope? On sait qu'on est mobile first, donc est-ce que tu privilégies par exemple toujours le mobile? Comment ça se passe? Alors dans un audit exploratoire, je vais regarder l'ensemble des devices, mais effectivement avec un focus prédominant sur le mobile. Si on voit d'un point de vue trafic, le site génère par exemple 70% de trafic sur mobile, on va privilégier le mobile en termes d'analyse, mais on va toujours comparer avec le desktop pour voir justement s'il y a des points qui fonctionnent bien sur le desktop et qui seraient à optimiser sur le mobile. Ok, très clair. Peut-être question très large à ce stade, mais combien de temps ça dure à peu près un audit CRO? Je pense que c'est assez variable, mais est-ce qu'on peut avoir une idée, même grosse fourchette, on va dire? C'est assez variable. Sur un site sans on va dire e-commerce, par exemple, ça peut être une semaine. Sur un site avec du e-commerce, avec des parcours un peu plus complexes ou même de multiples funnels, ça peut aller beaucoup plus loin, 10 jours, 15 jours. Voilà, vraiment, ça dépend du site et du scope, comme tu disais, si on est sur un site international ou français. Ok, super clair. Donc maintenant qu'on comprend le rôle de cet audit, tous les bénéfices que ça apporte, j'aimerais maintenant qu'on rentre un peu plus dans le détail de ta méthode, parce que je pense qu'il y a plusieurs façons de faire de toute manière, mais là on va parler aujourd'hui de ta méthode que tu utilises. Par quoi tu commences globalement et comment tu structures ta méthodologie et tes phases d'audit? Alors la première étape, avant de rentrer dans les datas et dans l'outil, ça va être d'avoir vraiment une compréhension du contexte. Okay. Donc savoir le site, quels sont les objectifs business, quelles sont les cibles, les segments utilisateurs sur ce site-là. Identifier ensuite les parcours clés. Donc en fonction du volume, mais aussi en fonction de la conversion. Parce que les parcours générant le plus de volume ne sont pas forcément les plus convertisseurs. Donc il va y avoir cette vision vraiment de quel est le parcours le plus emprunté par l'utilisateur. Par exemple, un parcours de la homepage vers un parcours de résultats de recherche qui va être très emprunté, mais potentiellement moins convertisseur qu'un autre. On sait par exemple qu'une homepage qui met en avant les bons produits peut convertir mieux puisqu'on amène directement l'utilisateur sur une fiche produit par exemple. Et justement, par rapport à ces deux dimensions dont tu parles, c'est-à-dire tu vas regarder ceux qui font du volume, ceux qui convertissent, est-ce que ces deux segments, du coup, font partie de ta priorité dans le cadre de l'analyse? Ou alors tu vas regarder en priorité des parcours qui ont beaucoup de volume qui convertissent pas? Ou alors tu vas regarder justement ceux qui convertissent mais comment aller encore plus loin pour convertir davantage? Une fois que tu as identifié ça, qu'est-ce que tu fais globalement et comment tu les identifies aussi d'ailleurs? Alors ça va dépendre aussi de la stratégie de l'équipe en fait à ce moment-là. Mais ce qu'on va effectivement prioriser en priorité, ça va être les parcours qui génèrent le plus de volume et qui sont moins convertisseurs. Et cela en fait idéalement ça va être de voir de quelle manière est-ce qu'on peut optimiser cette conversion, ce parcours-là. Mais aussi, comme je disais, un parcours qui est moins emprunté et qui convertit bien. L'objectif, ça va être plutôt de emmener les utilisateurs justement vers ce parcours-là. Ouais, très intéressant. Donc tu vas pouvoir peut-être augmenter la visibilité sur des pushs où tu sais que ça va amener sur le parcours convertisseur, qui est peut-être moins mis en avant aujourd'hui. Donc c'est les deux approches aussi intéressantes. Ok, donc là en gros globalement, on parlera tout à l'heure des outils, mais à ce stade, ces parcours-là, tu les identifies comment?
Alors ces parcours-là, je les identifie via les outils en fait, Analytics ou UX Analytics. En fait, on va regarder quels sont les volumes sur les différents templates de pages. On va aussi naviguer tout simplement sur le site. Ouais. Je vais naviguer pour voir quel est le parcours, on va dire, naturel d'un utilisateur normalement sur ce site-là. Voir donc si ça correspond aux données qu'on a en termes de volume. Et puis, pour la partie conversion, on va regarder effectivement un utilisateur qui passe de telle étape à telle étape. Quel est son niveau de conversion versus un autre. Très clair. Donc ça, c'est ton point de départ. Globalement, les étapes d'après, qu'est-ce qui se passe ? Alors les étapes d'après, on va regarder donc par rapport à ces parcours, si on identifie une page par exemple qui sous-performe, on va se focaliser sur cette page-là. Donc plutôt faire une analyse ensuite one page, de regarder les différents indicateurs. Est-ce que il y a des métriques qui sous-performent plus que d'autres ? Est-ce qu'il y a de la récurrence de clics sur certaines zones ? Comment sont consommés les blocs de contenu, etc. Donc là, au-delà des KPI traditionnels que tu vas avoir comme le trafic, le taux de conversion, tu vas aller plus sur la consommation de la page, l'analyse plus comportementale presque. Comment elle est consommée, quelles sont les pages qui sont vues, cliquées et ainsi de suite. Oui, ça va être une analyse effectivement plus comportementale qui va venir au-delà de l'analyse quantitative qu'on peut avoir via un outil analytics standard pour identifier effectivement des points de fuite, des points de friction sur cette page en particulier. Et est-ce que là tu vas regarder sur... Bon, t'as peut-être déjà, on va dire, deep divé sur un device, comme on disait tout à l'heure, mais est-ce que tu vas aller aussi plus loin sur des segments, sous-segments, pour aller creuser encore plus la lecture des performances et ton analyse au global ? Oui, alors sur les segments, ce que j'aime bien utiliser, c'est souvent justement les segments sur un site e-commerce, par exemple, d'acheteurs versus non-acheteurs, pour voir si sur cette page-là, est-ce que ceux qui ont finalisé leur transaction ont un comportement, on va dire, positif que ceux qui n'ont pas réalisé cette transaction n'ont pas. Pour essayer, en fait, d'enlever les points de friction pour ces utilisateurs qui ne convertissent pas et les amener sur la même consommation que ceux qui ont finalisé leur achat. Ok, donc bon, les traditionnels, je pense, deep dive, c'est effectivement les devices, desktop mobiles et, comme on dit, des fois, les bons élèves, les moins bons élèves, donc les acheteurs versus les non-acheteurs. Et donc, tu vas pouvoir détecter un pattern qui explique potentiellement, en tout cas, met en avant les points de fuite, les drops, qu'il va falloir fixer en priorité et essayer de les rapprocher d'un comportement acheteur que tu as pu observer. Ok, très bien. Donc, une fois que tu as fait ça, que tu as pu identifier, du coup, donc de manière très macro ton parcours, ensuite, tu as pu voir des zooms potentiels sur des templates, des points de fuite, sur laquelle tu vas ajouter une couche un peu plus comportementale avec on va dire des zooms de segment sous segment. T'es à ce stade-là, qu'est-ce qui se passe ensuite ? Alors, à ce stade-là, on va pouvoir déjà dégager des premières tendances. On va pouvoir pousser l'analyse un petit peu plus en utilisant par exemple des session replay qui permettront vraiment d'identifier s'il y a un blocage, voir en session replay quel était le comportement de cet utilisateur, donc pour aller un cran plus loin. C'est vrai que les session replay c'est top, mais tu peux vite t'y perdre. Donc au moins là, l'objectif c'est vraiment de pas se dire tiens je vais regarder des replays comme ça et puis on voit ce qui se passe. T'as déjà réussi à scoper un périmètre d'analyse beaucoup plus restreint, ce qui fait qu'au moins c'est beaucoup plus ciblé, tu passeras moins de temps et globalement tu vas venir illustrer ce que les data même comportementales en plus que quanti ne peuvent pas encore dire. Donc observer des sessions réelles d'utilisateurs et ça c'est vrai que c'est très riche pour le coup. Est-ce que tu as un exemple justement dans lequel tu avais un insight que tu as pu détecter grâce aux sessions replay que tu n'aurais jamais pu voir via du quanti ou via du comportemental et qui a eu du coup derrière un vrai impact game changer sur la conversion ? Oui, c'est le cas notamment lors de bugs techniques pour lesquels on n'a pas forcément de tracking d'erreurs systématiques chez l'ensemble des clients sur des erreurs remontées d'un point de vue JS par exemple. En fait, récemment, j'ai eu le cas où on voyait donc des utilisateurs qui étaient sur une page de paiement mais qui n'arrivaient pas à aboutir forcément à la transaction. Donc en segmentant sur les utilisateurs, donc c'est sur un mode de paiement en particulier, et en segmentant en fait sur ces utilisateurs qui ont cliqué sur ce bloc de paiement-là, sur un device en particulier, c'était le mobile, on voyait effectivement que finalement ils avaient un problème pour renseigner leur numéro de carte au niveau de l'iframe. Il y avait un bug technique qui faisait que ça empêchait l'utilisateur tout simplement de renseigner sa carte et de payer. Ouais, c'est vrai que ça globalement, si tu regardes sur du GA par exemple, tu vas voir forcément un
un taux d'exit important. Sur Content Square, tu vas peut-être voir effectivement de la frustration, mais pas forcément si clairement. Le session replay est plutôt efficace dessus. Donc comme tu disais, bug technique, c'est aussi un point derrière clé, notamment quand le tracking potentiellement est peut-être manquant. Pour faire tout ça, du coup, en parlant stack technique, qu'est-ce qu'il y a dans ta boîte à outils? Donc pour voir tous ces insights dont on a parlé jusqu'à maintenant. Alors dans ma boîte à outils, il y a les outils Web Analytics, on va dire classiques, type Google Analytics ou Piano Analytics. Ça permet d'avoir une vision globale des performances du site, voir quelles sont les pages les plus consultées. Et ça donne déjà une vision un peu des performances globales et de savoir s'il y a des parcours spécifiques à creuser. La deuxième brique, qui va être très complémentaire, c'est les outils UX Analytics. Par exemple, Content Square, R360 ou Clarity, qui vont permettre d'affiner l'analyse de parcours, d'enrichir les données avec des données comportementales, justement, dont on parlait, type visibilité des blocs, zones attractives, etc. Du coup, tu as mentionné Content Square, R360 et Clarity. Donc Clarity, déjà, c'est un outil effectivement qui est gratuit par Microsoft, qui permet aussi d'avoir du session replay, des heatmaps et pas mal d'autres données. Tu parlais donc de Content Square R360. Ça dépend peut-être des clients chez qui tu vas, qui du coup induit le stack derrière. Mais est-ce que tu as déjà des différences à nous partager entre ces deux outils sur l'usage que tu en fais? Alors sur l'usage, on va être sur une méthodologie assez similaire. C'est-à-dire on va analyser les parcours, on va avoir des analyses de funnel, on va pouvoir analyser aussi les session replay. Donc ça, c'est commun à deux outils. Après, c'est un prisme un peu différent où Content Square va plus être sur une notion de mapping, de cartographie, où je prépare en amont mon analyse sur une cartographie précise. Et dans les Sunbursts, je vais avoir une vision, par exemple, page vue. Donc pour voir quels sont les parcours de page en page. R360, ça va être un prisme un peu différent, basé sur une logique plutôt d'event, peu importe que ce soit une page vue ou un autre type d'event. Et ce qui va permettre d'avoir aussi dans cette vision un peu Sunburst, parcours, aussi des clics. Donc ça peut être pratique chez certains clients, notamment qui ont des parcours one page, un checkout one page et qui n'ont pas forcément de tracking distinct à chaque étape. On va pouvoir se baser par exemple sur des clics, sur des events pour les mettre dans notre parcours et pouvoir voir comme ça vraiment s'il va par exemple d'une étape à une autre ou alors même s'il va vers une page depuis où il a cliqué. Ok, super. Et concernant Clarity, c'est quelque chose que tu utilises, c'est un outil que tu utilises aussi? Alors Clarity, j'ai moins eu l'occasion de l'utiliser. Pour le moment, j'ai plutôt la stack Content Square ou R360 chez mes clients. Et si maintenant on réfléchit par rapport à l'ordre, on va dire l'ordonnancement d'usage de ces outils, on part sur un peu une logique, comme on disait tout à l'heure, si tu commences par du Web Analytics qui donne justement un panorama 360 très macro. Ensuite, tu descends sur du comportemental avec les outils du UX Analytics et tu peux venir, bien entendu, illustrer, deep diver avec du Session Replay. C'est globalement comme ça que tu itères sur tes audits? Oui, c'est cette méthodologie-là, effectivement, partir d'un point de vue assez large, d'un point de vue Google Analytics ou autre outil Analytics classique, puis ensuite aller vers le comportemental au fur et à mesure pour cibler vers le Session Replay à la fin. Est-ce que sur GA, déjà au premier niveau donc, de ton analyse, tu commences déjà par segmenter à ce niveau-là ou ça se passe plutôt sur l'étape d'après avec l'UX Analytics? Alors, on peut segmenter, oui, sur Google Analytics directement. Si on a notamment un scope assez large, comme tu disais, on va pouvoir comparer les performances par marché, voir s'il y a un marché, par exemple, international, si c'est un site international, un marché sur lequel se focaliser en priorité, ou un device aussi, ça va déjà nous orienter sur ces proportions-là. Donc oui, souvent utilisé quand même avec la segmentation au démarrage. C'est vrai qu'après, quand tu passes sur des phases du UX Analytics, ça peut prendre beaucoup plus de temps. Donc, la définition du périmètre peut aussi être aidée par un GA ou piano, comme tu disais, derrière. Très bien. Et donc, globalement, donc, on a vu en quoi ça consiste, les différentes étapes de cet audit, les différents outils que tu utilises. Donc, maintenant que tu as pu avoir pas mal d'insights très intéressants, très riches, c'est quoi l'étape d'après? Alors, l'étape d'après, c'est effectivement de réussir à transformer les insights en recommandations. Donc, on va faire le tri dans tous les constats data qui ont été ressortis. Déjà, là-dessus, sur les différents constats data, comment ça se passe? Tu as un document dans lequel, dès que tu vois quelque chose, tu notes, tu t'illustres, tu mets un screenshot, c'est quoi? C'est un Google Sheet? Juste pour savoir vraiment en quoi ça consiste.
Alors en fait, j'utilise soit un Google Doc en général, ou alors une page Notion même, ou un Miro qui permet de mettre en fait toutes les informations que je récolte au fur et à mesure, donc un screenshot avec un petit commentaire sur déjà la première interprétation, enfin c'est quoi le constat en fait data lié à ce screenshot là. Et ensuite, j'essaye de synthétiser tout ça, récupérer l'ensemble de ces constats pour voir lesquels convergent vers un même insight. Certains constats vont être mis de côté parce que finalement ne vont pas permettre d'alimenter l'analyse avec les constats principaux. Mais du coup, l'idée, c'est d'avoir des constats data égale un insight égale derrière une recommandation. Ok, donc déjà, au fur et à mesure, dès que tu observes des choses sur les différents outils, enfin dès que tu observes des points clés via les différents outils qu'on a mentionnés, tu indiques déjà l'insight et l'idée de recommandation à ce stade, ou ça vient dans une étape ultérieure? Alors ça vient plutôt dans une étape ultérieure. Okay. Là, je suis vraiment sur je constate ça. Okay. Ensuite, mes constats convergent vers un insight clé. Et de mon insight ou de mes insights vont découler une recommandation. Ok, donc là, c'est là où on arrive justement dans le dur de rendre tous ces insights actionnables. Très bien. Une recommandation, concrètement, tu la structures comment? Est-ce que tu as une façon de formuler justement cette recommandation? Alors dans la recommandation, en fait, je vais reprendre donc mes constats data, dire on a constaté ce comportement sur le site. Donc l'insight, c'est que l'utilisateur, par exemple, a tel comportement qui est plus ou moins inattendu sur cette page. Et du coup, la reco associée, là, on va s'appuyer sur du benchmark aussi pour dire, en fait, pour cet insight-là, donc par exemple, si on a une problématique, un point de frustration, on recommande de mettre en place un A/B test, par exemple, ou une MEP, si c'est un quick win, pour pouvoir répondre à la problématique posée dans l'insight. Justement, c'est intéressant le point que tu mentionnes, c'est que il y a plusieurs possibilités derrière par rapport à la mise en place de l'action en question. Tu as parlé de MEP, tu as parlé d'A/B test. Qu'est-ce qui te fait choisir aussi entre les deux? Alors, ce qui me fait choisir, ça va être déjà la possibilité côté client, la stack outil de faire ou pas de l'A/B testing. Si le client a la possibilité de faire l'A/B testing, on essaye de passer par l'A/B test au maximum quand ça fait sens. Si par contre on a détecté un bug, là on va faire un fixe sans forcément passer par du test. Donc là on va passer sur du quick win. Mais là va entrer en jeu la matrice de priorisation, enfin une façon de prioriser pour voir justement est-ce que il y a du potentiel fort ou pas lié à cette insight-là et recommandation. Est-ce que on est sur une page avec du fort volume? Et en fonction de ça, ça va permettre de déterminer est-ce qu'on est plutôt en test, est-ce qu'on est plutôt sur un quick win ou est-ce qu'on est plutôt sur justement quelque chose de refonte plus importante. Un point clé que tu viens de mentionner, c'est effectivement la priorisation pour pas être perdu avec un même niveau d'importance de tous les insights que tu as pu collecter. Au niveau des méthodologies de priorisation, c'est quoi ta préférée ou tes préférés pour le faire? Alors, les plus connus, on a donc la matrice PI et la matrice ICE, qui sont des matrices assez simples sur j'estime en fait le potentiel que je peux gagner si je mets cette recommandation en A/B test ou en production. Donc là, c'est des hypothèses de gain. Exemple, je sais pas, tu dis je veux passer de 10 à 12% de taux de conversion, par exemple, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est de se dire j'estime qu'avec cette mise en place de recommandations, aujourd'hui, par exemple, mon taux de passage, il est à 25%. J'estime que je peux passer à 27%. Donc ça me donne un peu un potentiel, on va dire, de gain. Donc ça, c'est le P de la méthode PI, donc le potentiel. Ensuite, il va y avoir l'impact. Donc, est-ce que du coup, je vais avoir un impact fort et aussi par rapport à mon volume de trafic. Est-ce que je vais être sur une page importante en termes de volumétrie de trafic ou sur une page où j'ai peu de volume finalement sur cette page-là ou d'utilisateurs qui rencontrent cette problématique-là. Et peut-être aussi l'emplacement de la zone que tu veux améliorer sur ta page. Parce qu'effectivement, peut-être là, ça rejoint les données comportementales que tu as pu déjà collecter sur les taux d'exposition, à prendre en compte aussi sur l'impact que ça peut avoir. Avoir beaucoup de volume sur une page, mais sur un bloc qui est en bas de page très peu vu, tu peux avoir beaucoup de volume, derrière l'impact restera minime. Donc ça rentre aussi dans ce I d'impact à ce niveau-là.
très bien. Et du coup, il nous manque le E, c'est ça? Et du coup, l'effort technique. Donc là, c'est plutôt effectivement quantifier est-ce que c'est quelque chose de très simple à mettre en place ou est-ce que c'est plus complexe. Et ça va permettre de contrebalancer un petit peu cet effet ah oui, c'est super, je vais le mettre en place parce qu'il y a un super potentiel. Ah bah oui, mais c'est très complexe techniquement à mettre en place. Donc ça permet d'avoir un scoring finalement assez global. Et objectif, du et coup. objectif. Ouais. Après, il y a des scorings un peu plus précis. Des matrices, par exemple, comme la matrice PXL de CXL, qui, elle, a vraiment des critères plus objectifs encore, et qui va permettre aussi d'aller un cran plus loin dans la priorisation. Et donc là, tu parlais de la méthode PXL de CXL. Donc CXL, c'est aussi c'est Conversion XL, c'est une boîte qui a été fondée aussi par Piplaja, qui est aussi d'ailleurs un profil que vous pouvez suivre sur LinkedIn, qui est expert également CRO. Et en quoi ça consiste exactement et en quoi ça va plus loin? C'est un niveau avancé là, tu disais. Hein. Oui, en fait, c'est un niveau avancé. C'est une matrice qui est un peu plus complète en termes de critères. D'accord. Donc, elle va être parfois un peu plus complexe à mettre en place parce que ça va forcer notamment les équipes métiers, par exemple, qui produisent, à vraiment renseigner critère par critère pour chacun des tests, en fait. Il y a beaucoup de critères, du coup, qui sont embarqués dans cette méthode? Alors, ça dépend. Je crois que de base, il doit y en avoir peut-être un peu moins de 10. Ah oui, quand même. Mais on peut quand même personnaliser, en fait, cette matrice. D'accord. Personnaliser les critères en fonction du business. Donc, c'est ça qui est intéressant parce que finalement, vous rentrez en compte vraiment les critères importants pour l'entreprise. Donc oui, ça permet d'aller un petit peu plus loin dans l'objectivité. Donc CXL, c'est un institut effectivement qui regroupe pas mal d'experts avec beaucoup de contenu de type formation et CRO large où il y a aussi beaucoup de contenu sur le neuromarketing qui sont très intéressants d'un point de vue CRO. Il y a aussi beaucoup de contenu pointu sur l'A/B testing et statistiques. Ok, c'est top. Très bien. Du coup, donc, tu as eu pas mal d'insights, tu as commencé à établir des recommandations, tu utilises des méthodes de priorisation pour savoir par quoi on attaque en priorité avec le plus d'impact business et idéalement avec le moins d'efforts. De toute manière, je pense que quelles que soient les matrices de prio qu'on va utiliser, ça retombe toujours sur les notions d'impact et d'effort associés. Certains prennent en compte aussi la notion de confiance. Dans quelle mesure tu es sûr de l'impact que ça va avoir, ce qui permet aussi des fois de backup avec encore plus de data et d'avancer encore plus sereinement dans tes recommandations et l'impact que ça va avoir in fine sur le business. Et donc tout ça, en gros, tu vas le synthétiser dans un livrable. À quoi ressemble du coup ce livrable? Est-ce que c'est du coup un Google Sheet avec les différentes un insight ou une reco par ligne priorisée, des illustrations? Comment ça se présente globalement toi quand tu réalises un livrable pour un client? Alors, il va y avoir un livrable avec les principaux insights, donc comme un executive summary, un peu avec les recos associés. Je vais détailler ensuite, par exemple, dans des slides ou sur un Notion, les différents insights. Donc, chaque insight, en fait, aura les recommandations associées. Et après, je fais comme un backlog. Dans un Google Sheet, par exemple, ou un Airtable qui va reprendre l'insight, le lien vers les constats data, plus la recommandation avec derrière les critères de priorisation. Ok. Et ça, du coup, tu le donnes... Alors, je pense que ça va dépendre aussi chez tes clients, mais globalement, une fois que tu donnes ce livrable, il faut que le client se l'approprie, qu'il y ait les bonnes équipes aussi derrière. Comment ça se passe? Potentiellement, tu as vu plein de choses différentes parce que peut-être que les orgas sont aussi très diverses. Mais comment être sûr que derrière, le livrable que tu donnes est bien pris en main et qu'il y a une suite à tout ça? Alors après, effectivement, la main est chez le client. Ouais, c'est ça. Et en fait, l'idée, c'est effectivement de leur présenter tout ça et de les accompagner par la suite s'ils souhaitent sur la mise en œuvre. En fait, une fois qu'ils vont tester de leur côté, l'idée, c'est de pouvoir suivre avec eux les résultats du test. Si c'est une MEP, de pouvoir faire des analyses post-MEP pour effectivement voir si le potentiel et l'impact qu'on avait prévu est effectivement là. Et du coup, on voit quand même que ça prend quand même du temps. J'ai 2 questions pour toi. C'est 1, à quel moment tu décides de faire un audit CRO? Est-ce que c'est parce que tu veux refondre? Est-ce que tu es en sous-perf? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Et une fois que c'est fait,
On peut se poser la question de quand est-ce que j'en refais une, comment, enfin tu vois, la suite, l'itération, à quelle fréquence on envisage un audit CRO. Alors le premier audit souvent va venir d'une demande du client de je ne sais pas trop ce qui se passe sur mon site, quels sont les parcours clés, j'ai besoin d'avoir une vision un peu globale des performances et des optimisations possibles à faire. Donc là c'est très exploratoire. Très exploratoire. Où un client va me dire j'ai envie de refondre par exemple ma fiche produit ou les pages catégories, mais je voudrais savoir en amont finalement comment est-ce qu'ils arrivent sur ces pages et est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire aussi en amont. Donc oui, ça va être une demande assez générique à la base. Et après, en fait, l'idée, c'est effectivement de faire des audits exploratoires de manière assez régulière, peut-être une fois par trimestre, parce que ça prend beaucoup de temps quand même. Donc, il faut que il puisse y avoir la bande passante aussi côté client aussi pour absorber tout ça derrière. Au moins une fois par trimestre, je trouve que c'est bien de se reposer dessus parce que aussi, il va y avoir différentes MEP qui vont passer par là, différentes optimisations, et c'est bien de prendre un peu de recul, tous les 3 mois pour se dire, j'analyse faire les performances des 3 derniers mois pour voir si j'ai pas encore d'optimisation à faire, et d'alimenter en fait en continu cette roadmap. Et globalement, quelqu'un qui aurait commencé une première fois avec un audit exploratoire, il pourrait refaire un autre audit exploratoire où justement la phase 2 serait peut-être beaucoup plus ciblée sur un des parcours ou sur un des templates, ou alors on repart dans la même approche. Alors l'audit exploratoire, comme je disais, ça va permettre de détecter déjà les parcours points clés à optimiser. Ouais. Et du coup, oui, de se dire, par exemple, j'ai détecté dans le funnel, il y avait des étapes du funnel à analyser plus en profondeur. On va rentrer, dans une analyse plus approfondie dédiée au funnel, par exemple, avant de se relancer quelques mois plus tard dans une analyse explo. Ok. Et maintenant, si on parle également équipe chez le client, donc toi, généralement, quand tu arrives du point de départ jusqu'à la livraison de ta reco finale, tu fais tout ça toute seule, c'est-à-dire même la priorisation, c'est tes recos basés sur la donnée et ainsi de suite, ou t'impliques aussi des équipes produits ou autres chez le client dans cette phase-là, juste pour mieux comprendre la collaboration aussi qui peut se passer, qui est peut-être diverse suivant les boîtes aussi, mais c'est intéressant de voir comment vous bossez aussi ensemble. Alors sur la priorisation, je vais faire une première proposition moi, on va dire d'un point de vue objectif et assez neutre par rapport au site, à la roadmap déjà établie côté product par exemple. Et en fait, cette priorisation-là, je vais l'expliquer et la présenter pour que on puisse justement échanger, avoir les avis. Et par exemple, s'ils me disent, non, ça, on a besoin de telle MEP technique avant, par exemple, pour pouvoir le mettre en place. C'est plutôt une proposition qui va être itérée ensuite avec le métier et les équipes techniques. Et du coup, globalement, quand tu vas présenter, on va dire, le livrable, et si tu devais assurer un suivi derrière, c'est quel type d'équipe en priorité par rapport à toutes tes expériences que tu as eues? C'est donc tech, produit Alors ça va être plutôt équipe e-commerce. Ouais. Plutôt équipe e-commerce / produit, quand les équipes produits sont intégrées au e-commerce. Ok, très clair. Et donc là, je pense qu'on arrive à cette conclusion finale qui est le livrable et potentiellement ton plan d'action très clair avec derrière des fixes à faire passer en prod, des idées d'A/B test, réenvisager potentiellement un nouvel audit peut-être beaucoup plus ciblé aussi par rapport à ce que tu as pu détecter dans l'audit exploratoire au départ, et un suivi que tu peux faire toi également pour s'assurer que ça a bien eu l'impact attendu, de comparer tes hypothèses d'impact par rapport au réalisé en prod. Et donc ça, c'est ce que tu fais avec tous les outils qu'on a vus. L'IA, bien entendu, en ce moment prend de plus en plus de place et aide à accélérer sur pas mal de sujets. Est-ce que tu as déjà une idée de l'implication de l'IA sur ce genre d'exercice d'audit CRO pour faire gagner du temps généralement, mais comment tu vois la suite sur ce point? Alors par rapport à l'IA, on le voit effectivement déjà en intégration dans certains outils UX Analytics que on peut déjà faire appel à l'IA pour avoir des premiers insights finalement, ces premiers constats data, les sortir plus facilement grâce à l'IA. C'est-à-dire questionner sur quels sont mes parcours principaux, est-ce que tel parcours convertit mieux que tel parcours, est-ce que j'ai des taux de retour importants sur certaines pages. Et du coup, d'avoir cette première brique un peu analyse, on va dire macro, de préfet. Ensuite, l'analyse, ça permet effectivement de gagner du temps sur l'exploration et récupération des données. Derrière, le rôle de l'analyse va un peu changer, dans le sens où oui, ce sera plutôt de challenger un peu ce que l'IA a pu proposer et voir effectivement les insights réels qui peuvent s'en dégager.
si ça match. Et puis ensuite, de passer plus de temps sur cette phase de benchmark et recommandation, d'être plus sur finalement l'importance de l'expérience de la personne qui intervient sur l'audit que juste de la récolte de données qui va être facilitée. Ouais, parce que passer du temps dans de l'extract, c'est pas forcément la plus grosse valeur ajoutée versus temps passé. Donc effectivement, tu seras beaucoup plus sur de la réflexion, sur de la stratégie, sur de la priorisation. Et un point, c'est dans quelle mesure aussi, vu que tu vas ressortir beaucoup de données, il faut quand même s'assurer que la donnée, elle est fiable, elle est propre, elle est bien collectée. La partie tracking, est-ce que justement, tu as dans ta checklist un sanity check, on va dire, tracking, pour s'assurer aussi que toutes les données que tu collectes sont bien fiables? Oui, alors au niveau du check tracking, effectivement, c'est en deuxième phase quasi, une fois qu'on a parcouru le site. L'idée, en même temps que de parcourir le site, c'est de voir ensuite si les pages sont bien traquées. On va se baser par exemple sur des variables de template de page ou sur des variables du data layer qu'il va falloir effectivement auditer pour voir si les pages sont bien mesurées, les events aussi, pour être sûr effectivement des datas que l'on sort derrière. Ok. Surtout que sur un des outils que tu avais mentionné, c'était basé aussi sur les events, donc... Oui, en fait, avec R360 par exemple, des events custom vraiment qu'on va pouvoir créer et en fait se baser sur vraiment le niveau HTML que l'on souhaite sur une classe, un ID précis. Donc ça permet une hyper fiabilité et effectivement, faut checker que cet event-là, il est bien consistant dans le temps. Ouais, mais effectivement, c'est un point important, c'est... avant même d'aller en profondeur sur l'audit CRO par rapport à des constats en disant par exemple mon taux de conversion est en baisse et ainsi de suite, l'importance quand même du tracking en point de départ, de s'assurer que le constat que j'ai, il est fiable, il est correct, et donc effectivement comme tu disais, ça se fait en point de départ sur les bases saines avant d'aller un peu plus loin en amont d'un audit CRO. Ok, super. Bah écoute Agathe, on arrive bientôt à la fin de cet épisode. Merci déjà pour tous ces insights. On y voit beaucoup plus clair sur le déroulé d'un audit CRO. Et j'aime bien terminer à la fin par la boîte à croco. C'est une série de questions courtes qui vont permettre de gratter encore quelques petites pépites et infos en mode express. Alors ma première question, c'est quelles ressources tu recommandes pour progresser en CRO ? Alors, je dirais toutes les ressources présentes sur CXL qui sont hyper intéressantes dans tous les domaines. C'est gratuit ? Alors, il y a des contenus qui sont accessibles gratuitement et il y a des contenus qui sont sous paiement, enfin abonnement. Ouais. D'accord, donc tu as quand même une partie d'informations gratuites pour le coup. Donc sur le site web. Oui. Ok, super. Une phrase ou un principe que tu gardes toujours en tête dans ton métier ? De ne pas se fier qu'à l'intuition et de vraiment créer des insights et des recommandations associées à des constats de data clés. Le premier épisode que j'ai fait, c'était avec Sébastien Tortu. Et pour le citer, l'intuition guide, la data décide. Donc on est clairement sur cette idée-là qui résume bien le mindset. Une erreur que tu vois encore trop souvent ? En fait, se lancer bien en tête directement dans un outil sans avoir parcouru d'abord le site et sans avoir questionné un peu sur les objectifs et la roadmap actuelle du site. Ouais, l'outil reste un moyen. Et d'ailleurs, ces points-là que tu disais tout à l'heure, comprendre la stratégie, ainsi de suite, c'est avec quel type d'équipe que tu vas vérifier ces points-là ? Alors plutôt les équipes direction e-commerce par exemple ou direction marketing même plus globalement sur les OKR. Ok, top. Ta première reco pour une boîte qui veut se lancer dans le CRO ? Déjà avant de se doter de l'outil etc, voir si le site est propre d'un point de vue data, enfin tracking comme on disait tout à l'heure, et de savoir si le site a aussi suffisamment de volumétrie pour pouvoir être vraiment analysé sur une certaine période. Ok. Dans ta valise là, avec plein d'outils qu'on a pu parcourir, c'est lequel ton préféré ? Peut-être question difficile, parce que tous apportent quelque chose, mais celui dans lequel tu pourras pas te passer. Les outils ? Ouais. Actuellement, sur ma mission actuelle comme outil, c'est Content Square. J'utilise, effectivement, je l'ouvre tous les jours. Ok. Et une personne à suivre sur LinkedIn, côté CRO, UX, e-commerce, comme tu veux, qui serait hyper utile pour apprendre plein de choses ? Alors, je dirais Ben Labay, qui publie pas mal de contenu aussi CXL et Spiro. Ok, top. Écoute, c'est top. Agathe, merci beaucoup pour cet échange clair, structuré, très concret. On voit comment on peut mener un audit exploratoire, comment on peut identifier des insights qu'on transforme en recommandations et tous les points que tu as mentionnés pour construire à la fin, bien entendu, une roadmap solide qui va avoir un vrai impact sur la conversion. Maintenant, si on veut poursuivre ces échanges, où est-ce qu'on peut te retrouver ?
Alors, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn. Yes. Donc, sur mon profil directement. Eh ben, écoute, on va faire ça. Et pour aller plus loin, pensez à vous abonner aussi à la newsletter CRO & Co. Vous pourrez retrouver le récap de l'épisode, les liens utiles qu'on a évoqués, des bonus inédits et toutes les ressources citées aujourd'hui. Le lien pour rappel est dans la description ou sur mon profil LinkedIn. Et bien sûr, si cet épisode t'a plu, pense à t'abonner sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer et YouTube, à noter et partager autour de toi. On se retrouve très vite dans un prochain épisode de CRO & Co. Et d'ici là, testez, itérez et optimisez vos conversions et votre e-commerce. Merci encore Agathe et à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci, à très vite. Salut.